Minutes, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à l'heure du magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Nous sommes également en direct sur Facebook. Bonjour à ceux qui nous écoutent sur Facebook. Bonjour. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Nima, bonjour à tout le monde. Je suis très content, très heureux ce matin encore pour vous retrouver, mesdames et messieurs. On est le mercredi 2 mai. Oui, 2 mai 2018. On va partager l'information comme d'habitude avec vous dans cette édition. Donc je rappelle que depuis hier, on a 75 sous de plus comme travailleurs. Excellent. Bon, ça c'est seulement ici au Québec. Alors, comment on va faire la chose aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va partager avec nos auditeurs? Eh bien, ça bouge beaucoup dans la communauté. Hier, on vous parlait de STL. Aujourd'hui, on va vous parler du groupe 3737. Le renouveau, ça fait 6 ans qu'on en parle, que ça existe. Alors, il y a eu un petit peu de remue-ménage au niveau de la gestion du groupe 3737. Et ils ont invité beaucoup de monde mardi de la semaine dernière. Alors, on va vous parler de ça. Et on va vous parler en Haïti d'optométrie. Oui. Sais-tu combien d'optométristes qu'il y a en Haïti actuellement? Informe-nous. Juste 3 pour à peu près 11 millions de personnes. Ouais, juste 3. Quel contraste. Et seulement 60 ophtalmologues. Si vous avez des problèmes de vue, là, arrangez-vous pour ne pas en avoir plus que ça. Rongez vos freins avec vos problèmes de vue. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle école d'optométrie qui vient d'ouvrir en Haïti début avril dernier, la première semaine du mois d'avril. C'est une école affiliée à la faculté de médecine et de pharmacie, mais aussi d'optométrie aujourd'hui. Grâce vraiment à un consortium international de spécialistes de cette question qui ont ouvert cette école-là. On va vous parler de ça en long et en large, combien ça coûte, où ça se trouve, c'est quoi le programme, combien d'étudiants, combien de demandes est-ce qui ont été présentées. Tous les détails sur cette question partagés au cours de cette émission. On parlera d'Internet, oui. Dit la vache, avec Jovenel Moïse. Et on parlera de Vladimir Le Gagneur. Oui, notre collègue, on aura un peu la réaction de monsieur le porte-parole, Gary Desrosiers. De la police. Oui, Gary Desrosiers se dit, ne se voit pas, en tout cas, il dit n'avoir pas encore reçu le rapport qui lui permettrait de confirmer la mort du journaliste, même s'il y a beaucoup d'indices, mais il s'attache aux données scientifiques. Ils sont en train de jouer avec les nerfs des gens là, sur cette question. Bref, on verra. On va voir ça à la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On vous revient tout de suite après pour le développement de ces informations et bien d'autres. D'Haïti à Montréal, toutes les nouvelles des Haïtiens avec intexto.ca. Voilà, on est de retour pour vous parler des nouvelles des Haïtiens, comme Guillaume vient de le dire, d'Haïti à Montréal, même les Haïtiens de Montréal aussi, pas même, surtout les Haïtiens de Montréal. Absolument. Nous émettons depuis Montréal-Nord d'ailleurs, depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, et sur les ondes de Radio Centre-Ville et en direct également sur Facebook. Alors, là, on l'avait annoncé justement au début où tu vas nous parler du groupe 3737. Oui. Imaginez quelqu'un qui est en Haïti, qui n'est pas trop habitué avec la réalité ici. Le groupe 3737, c'est quoi au juste?
Eh ben, c'est un groupe d'Haïtiens, notamment, qui ont investi énormément. Au début, c'était 4 millions. Aujourd'hui, après 6 ans, c'est 15 millions de dollars qu'ils ont investi dans le quartier Saint-Michel, à Montréal. C'est dans quel domaine? Dans le domaine de l'immobilier, de la gestion immobilière, dans le domaine aussi de la formation pour les Haïtiens qui veulent devenir entrepreneurs. Et c'est une espèce d'incubateur d'entreprise. Ouais. Si vous voulez devenir un entrepreneur, ben vous entrez là. Et puis on va vous former, on va vous guider, on va vous coacher pour devenir un véritable entrepreneur en tant que tel. Et ça fait 6 ans que ça a été lancé? Ouais, ça fait 6 ans que ça a été lancé, mais ça a été fondé par un Haïtien qui s'appelle Franz Saint-Elmy et sa femme Vicky Joseph, qui ont fondé ça. Et aujourd'hui, ben, le groupe 3737 n'est pas seulement à l'image de M. Saint-Elmy ou de sa femme Vicky Joseph, mais c'est aussi à l'image de plein de gens qui travaillent autour de ce projet-là, d'incubateur d'entreprise, dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Et pour montrer, c'est un quartier qui regorge d'Haïtiens, hein, tout comme Montréal-Nord. Tout comme Montréal-Nord. Et là, mardi de la semaine dernière, et ils ont fait un petit peu de remue-ménage au niveau de la gestion de ça. Ils ont organisé un événement qui s'appelle Faire la différence. Et à cet événement était invité un entrepreneur, un homme d'affaires québécois, Alexandre Taillefer, qui a parlé pendant 15 minutes sur la diversité ici à Montréal. Alors, moi j'étais là. Je vous invite à écouter justement un résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière au groupe 3737. Il y avait foule au groupe 3737 qui prenait officiellement un nouveau départ le mardi 24 avril 2018. Plus de 400 personnes assistaient à l'événement Faire la différence. Chers membres du CA du groupe 3737, chers membres de l'équipe du groupe 3737, à tous nos partenaires et bénévoles, à tous nos entrepreneurs, distingués invités, mesdames et messieurs, bienvenue. Mon nom est Louis-Edgar Jean-François, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le président-directeur général du groupe 3737. Le groupe 3737, établi comme OBNL depuis 2012 dans le quartier Saint-Michel, change de main 6 ans après sa fondation par Vicky Joseph et son mari, Franz Saint-Elmy. Il y a une passation, donc on a été 6 ans dans le groupe de gestion coopérative, donc c'est-à-dire on avait plusieurs gestionnaires qui géraient, malgré que c'était toujours moi qui étais toujours the face in the news, mais c'est pas vrai que le 3737 c'est l'affaire de Franz Saint-Elmy, comme vous avez pu le voir. Mais aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une structure en place pour faire perdurer le 3737, que ça aille au-delà de Franz Saint-Elmy ou de Vicky ou de Greg ou de Madeleine ou de Marie, ainsi de suite. Donc, mais aussi, on s'est entouré de gens qu'on pense qui peuvent nous aider, nous propulser, qui ont conscience qu'on a besoin de plus d'aide que, par exemple, si on était dans le centre-sud-ouest. Aujourd'hui, le groupe 3737 est connu au Canada et à l'international comme un incubateur d'entreprises pour des jeunes entrepreneurs des communautés culturelles, notamment grâce à un investissement massif depuis plusieurs années, mais aussi comme un créateur d'emplois. On a eu, depuis 2012, 41 entreprises incubées. Nous avons eu 312 entrepreneurs accompagnés et ce nombre continue d'augmenter. Nous avons créé depuis 2012 plus de 207 emplois. Ça, c'est les chiffres en date du 25 décembre dernier. Plus de 15 millions, comme je disais un peu plus tôt, investis dans l'infrastructure depuis 2012. 56 millions de dollars générés par nos entreprises. Le groupe 3737 est maintenant un acteur économique incontournable du développement économique de l'Est de Montréal. Nous avons maintenant une équipe permanente et talentueuse, donc moi, Louis-Edgar Jean-François. La passation de gestion du groupe 3737 s'est déroulée en présence du gratin politique dans Saint-Michel. L'ancienne mairesse Annie Sanson, le conseiller Franz Benjamin, mais aussi la nouvelle mairesse Juliana Fumagalli.
Fille d'immigrants italiens qui ont même travaillé dans la carrière Franco dans Saint-Michel, Madame Fumagalli est bien au fait de la réalité du quartier, dit-elle. Et je sais que c'est pas toujours évident. Donc, pour nous, il est important de vous soutenir et comme administration, je vais le faire. Et ce que je vois ici, c'est vraiment, moi, je pense que c'est le reflet de ce qu'est Saint-Michel. Je sens une énergie, en tout cas, ça boue, mais boue de façon positive. Mesdames et messieurs, Monsieur Taillefer. Merci. Alexandre Taillefer était l'invité spécial de cette soirée de réseautage. Son intervention était basée sur la diversité et la croissance économique au Québec. M. Taillefer, qui possède plusieurs entreprises, dont Théo Taxi, s'en est pris dans un premier temps à la problématique de la reconnaissance des diplômes ici. Et sur 450, je dois en avoir à peu près une trentaine, peut-être une quarantaine qui ont des diplômes universitaires. Parce que ces gens-là ne sont pas en mesure d'obtenir des reconnaissances de compétences. C'est un enjeu important au Québec. On se prive de gens extrêmement brillants qui pourraient nous aider. Les immigrants première et deuxième génération forment au moins 40% de la population de Montréal, une ville exemplaire en matière de sécurité, dit l'homme d'affaires, comparativement à certaines villes aux États-Unis. Et cela inclut, selon lui, des quartiers comme Saint-Michel, d'où il prenait la parole, ou Montréal-Nord. Devant un public de la diversité, Alexandre Taillefer dénonce la ghettoisation à outrance que Montréal, comme ville, est en train de régler selon lui. L'entrepreneur lance un appel par ailleurs pour le renouvellement du capitalisme trop sauvage qui concentre la richesse dans les mains d'un petit groupe. Pour Alexandre Taillefer, la meilleure façon de le faire est de promouvoir les commerces locaux aux dépens des grandes chaînes. Pensez-vous 2 secondes que quelqu'un qui magasinait chez Walmart il y a 25 ans pensait que ça allait uniquement enrichir 5 personnes? Les gens se disent sur une base quotidienne, je magasine là, ça va réduire ma facture, c'est fantastique. La réalité, c'est que c'est un cercle vicieux qui s'est créé et le serpent s'est mangé sa queue. Et moi, si je nous souhaite une chose, excusez-moi, j'ai eu une image dans ma tête. Si je nous souhaite une chose, c'est de réaliser que nous sommes en train, peut-être, de nous manger notre propre queue. Et il est temps de réagir. Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'en apprendre un petit peu plus sur le groupe 3737. Je vous invite à visiter le site Internet. La soirée n'est pas terminée. Je vous invite aussi à réseauter entre vous. Il y a plusieurs gens d'affaires ici présents, peut-être les futurs Alexandre Taillefer. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. On a bien écouté ton reportage, Jean Dumas. Je pense que c'est une initiative intéressante. Vraiment, il fallait qu'on écoute. On verra. Les gens ont bien réseauté. On va voir quel résultat. Que ça va donner. Moi aussi, j'ai réseauté, figure-toi. Ben oui. Ah ben oui. On n'a pas le choix. Et j'imagine que François Jean-Denis a beaucoup réseauté aussi. Il n'était pas là, à mon avis. François? Je l'ai pas vu. Allô, François? Allô? Ah, bonjour, Jean-Étienne. Je pense que tu as beaucoup réseauté pour mettre Vision Max là où il est aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. On a réseauté et puis souvent on a essayé de travailler très dur et sans avoir de l'aide, mais on s'est dit qu'une fois que l'objectif est clair, avec beaucoup de courage et de détermination, on va y arriver. Effectivement. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous ce matin en matière d'immigration? Aujourd'hui, j'aimerais parler seulement d'un point, parce que j'ai eu des questions, parce que je ne sais pas si vous avez eu, mais j'ai eu des questions, des personnes m'ont appelé hier, et on m'a posé la question, c'est quoi l'entente sur les pays tiers sûrs? Oh, okay. Parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, effectivement. C'est ça, on en parle, et puis hier on a eu un élément de l'actualité avec le ministre de la Sécurité publique, M. Ralph Godel. Alors, il faut que les gens comprennent, parce que c'est maintenant dans le débat et ça va rester pendant quelques temps. Alors, l'entente sur les pays tiers sûrs, c'est un accord qui a été signé entre les États-Unis et le Canada en décembre 2004, lequel accord prévoit que si quelqu'un arrive aux États-Unis et veut demander la protection, il doit d'abord faire cette demande-là d'abord aux États-Unis. OK? Il ne peut pas venir au Canada pour faire cette demande.
Mais dans l'entente, on a prévu des exceptions. On a dit que c'est le cas pour tout le monde, sauf si la personne a des parents proches. Ici au Canada. Alors, avec ça, cette personne-là peut venir, peut demander l'asile au Canada. Okay. Alors, ça, c'est global. Ça veut dire que c'est ça l'entente. Depuis quelque temps, tous les organismes... mais François, juste avant de poursuivre, des parents proches, ça voudrait dire quoi? Une mère, un père, une sœur, un frère, un cousin aussi? Une nièce, un oncle, une tante. Okay. Les cousins ne font pas partie des parents proches. Ah bon, ok. C'est de la famille éloignée. Ok. Alors, lorsqu'on a constaté, parce que depuis 2004, ça dure, ça veut dire que les gens passent à la frontière s'ils ont un parent, et ça se fait sans problème. Alors, maintenant, les gens ont été informés de la question à partir de l'année dernière, lorsqu'ils ont dit qu'il y a eu une vague d'immigrants, tout ça. Alors, depuis cette année-là, les organismes comme le Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International, ils demandent que le gouvernement, parce que c'est prévu dans l'entente, qu'une des parties peut suspendre l'entente ou bien annuler l'entente, parce que le Canada décide que le seul pays sûr dans le monde après le Canada, c'est les États-Unis. Oui. Alors, ça veut dire que ça, c'est très subjectif, c'est très... ils décident ça. Alors, maintenant, depuis quelque temps, on demande aux États-Unis et au Canada de suspendre l'entente. Lorsqu'on suspend l'entente... Ça, c'est le Parti québécois qui demande ça. Non, il y a le barreau, tous les barreaux. Oui, ça je sais, mais sur le plan politique, le Parti québécois, oui. Ok, oui. Alors, on demande de suspendre l'entente. Qu'est-ce que ça donnerait si on suspendait l'entente? Si on suspendait l'entente, ça veut dire quoi? Tout le monde pouvait passer par la frontière officielle. Oui. Ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin de passer par des chemins comme Roxane, on ne pouvait pas passer par des chemins comme, je dirais, tous les chemins irréguliers. Et les gens pouvaient passer également dans n'importe quelle province parce qu'il n'y aurait pas cette exception-là qui les empêcherait de passer. Okay. Alors, ça c'est un. Deuxièmement, c'est qu'on aurait un contrôle plus strict des gens qui arrivent au Canada. Okay. Parce que ça arrive également que des gens soient passés et qu'on ne les ait pas... Qu'on ne les repère pas. Ou qu'on ne les repère pas. Ah oui. Alors, oui, ça arrive parce que... Mais ces gens-là, ils font quoi? Ils vont devoir se rapporter à un moment donné. Parce que s'ils veulent, parce que personne ne sait s'ils sont là. Oui, mais pour s'intégrer, pour travailler, il va falloir fonctionner. S'identifie là. Qui travaillent de votre façon, mais ils ne sont pas nombreux. Heureusement, ils ne sont pas nombreux, mais ça veut dire s'ils veulent, à ce moment-là, ils se rapportent et puis ils peuvent faire leur demande d'asile. OK? Maintenant, ça permettrait aux gens et au gouvernement de contrôler. Mais le problème avec ça, et puis avant d'arriver au problème, c'est que ça permettrait aussi au Québec de souffler un peu parce que les gens pourraient aller en Ontario et n'importe où en Colombie-Britannique, il y aurait moins de personnes par le chemin Roxane qui est devenu très populaire. Très populaire à travers le monde. Ouais. Et ça donnerait une autre image du Canada. Parce que maintenant, à travers le monde, moi j'ai quelqu'un qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire pour me dire, mais votre pays là, il est rendu où? N'est-ce pas que tout le monde peut passer par la frontière pour venir au Canada? Alors ça veut dire qu'il y a une mauvaise image de la façon dont le Canada gère ces arrivées-là. Mais le problème de tout ça, c'est qu'il y aurait moins de personnes ici au Canada. Parce que pour passer par la frontière, là, vous avez une entrevue en bonne et due forme. Oui. Alors, c'est pas comme au chemin de Roxane où les gens sont dépassés, ils font entrer les personnes. Après ça, on pose des questions de criminalité, de sécurité, mais c'est pas la même chose. Alors, là, ça ferait une autre image. Mais ce qui arrive, alors la nouvelle dans tout ça, pourquoi on est venu avec l'entente, c'est que M. Wade Godel, le gouvernement libéral, apparemment, est en train de négocier avec l'administration Trump pour suspendre ou bien pour ouvrir l'entente. OK. Actuellement, là? Oui. Et hier, je vous ai dit, à travers le Nigeria, l'ambassade du Canada et l'ambassade des États-Unis travaillent de pair pour repérer les gens qui auraient la mauvaise intention de venir aux États-Unis pour venir
Pour traverser la frontière. Au Canada. Alors, apparemment, j'ai l'impression, c'est la même chose en Haïti. J'ai l'impression, parce qu'on constate que les demandes de visa sont de plus en plus refusées. En Haïti? Oui, de plus en plus. Même à l'ambassade des États-Unis, on voit qu'il y a moins de demandes acceptées. Alors, ça veut dire qu'il se pourrait, on parle au conditionnel, alors il se pourrait que ce soit une tendance au niveau des ambassades américaines et apparemment, si le gouvernement trouve une solution avec les États-Unis, ça va diminuer le nombre de personnes et ça va donner l'impression à la société d'accueil que le gouvernement prend en charge les dossiers. Actuellement, le gouvernement libéral a un déficit de crédibilité à ce niveau-là. On a l'impression qu'il est dépassé par la situation, qu'il ne contrôle pas les gens qui arrivent, parce que les Nigériens, le pays de Boko Haram, les gens, ils ont peur, ils ne savent pas ce qui pourrait arriver. Ça c'est notre paire de manches, effectivement. Mais bon. Alors, c'est ce qui se dit maintenant. Et hier, on a annoncé que le ministre Rav Goudel est prêt à ouvrir l'entente. Mais on veut le faire. On ne nie pas, on n'infirme pas, on ne confirme pas non plus. C'est qui a avancé cette information, François, rappelle-moi? Qu'il y a des discussions? Oui, c'est ça. Oui, c'est juste de la presse, mais on a parlé au chef du cabinet du ministre. On a dit oui, il y a des possibilités. Il y a des discussions en cours, mais elles ne sont pas encore officielles. C'est ce que le cabinet du ministre a confirmé. Parce que là, on sont dépassés. Mais la seule raison pour laquelle aujourd'hui le Canada refuse d'ouvrir l'entente, c'est l'affaire de l'ALENA. Oui, c'est l'accord de l'ALENA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on discute avec les États-Unis pour avoir un nouvel accord. Maintenant, vous dites que les États-Unis ne sont pas un pays sûr. Ah là là, le pays de Donald Trump n'est pas un pays sûr. Ça va. Non, rouvrir l'entente ne signifiera pas nécessairement que les États-Unis ne sont pas un pays sûr. Il y a un problème particulier qui se pose. Il faut qu'on s'adapte par rapport à ça. Non, mais dans cette entente-là, ils ont défini, c'est l'entente qui définit les États-Unis comme pays sûr. Mais si maintenant on dit que tout le monde peut faire la demande, alors à ce moment-là, l'entente dit maintenant que les États-Unis ne sont pas un pays sûr, quelqu'un peut être aux États-Unis et être persécuté. Et c'est ce que les organismes comme Amnesty International, le Conseil canadien pour les réfugiés, c'est ce que tous ces organismes-là disent. Parce qu'aux États-Unis, maintenant, les gens sont persécutés, on les déporte et sans raison valable. De toute façon, Donald Trump avait déjà vilipendé l'ALENA. Bon, alors ça veut dire qu'ils sont en train de jouer sur deux tableaux. Si on dit que les États-Unis ne sont pas un pays sûr, alors là, maintenant, Donald Trump peut être en colère. Et on n'aura pas d'accord. Ça, il est fort là-dedans. En plus, ils sont dans peur de la colère de Donald Trump. Les gens ont peur de ça. Oui, exactement. Je voulais vraiment apporter les précisions aujourd'hui. Oui, c'est très intéressant, François. Ça a été une bonne discussion sur l'entente sur les pays tiers. J'espère qu'on a éclairci énormément de points d'ombre là-dessus. Ok, tout à fait. Merci beaucoup, François. Merci. À demain. Tout avec François Jean Denis. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vin plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética, multi-ethnique à baisse ses prix. Et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi
De nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Nos infos avec intexto.ca tous les matins sur le 102.3 FM. D'Haïti à Montréal, toutes les nouvelles des Haïtiens avec intexto.ca. Nos infos avec Intexto. Alors, on vous revient, mesdames et messieurs, pour la deuxième partie de cette émission. On va se rendre en Haïti pour parler d'un sujet spécifique. Jean-Numa, on l'avait annoncé au début. Oui, effectivement. Tu as des problèmes de vue? Non, heureusement, tout va bien. Ah ouais, ben moi, je commence à en avoir, tu sais. Hein, ça avance, hein, comme pour tout le monde. La vision diminue un petit peu. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? Je le souhaite à personne, mais quand ça arrive, ça arrive. Heureusement, je ne suis pas en Haïti, parce qu'en Haïti, il y a juste combien? 3 optométristes et 60 ophtalmologues pour 11 millions de personnes à peu près. Bon, heureusement aussi qu'il y a un consortium international, un groupe de gens dont Essilor Canada, qui est ici au Canada, et l'Université de Montréal participe à ce projet aussi. Il y a des groupes qui viennent de la France, des États-Unis, du Canada, et qui, ce groupe-là vient d'ouvrir une école d'optométrie en Haïti. C'est rattaché à la faculté de médecine. Définitivement, on va l'appeler faculté de médecine et de pharmacie, mais aussi d'optométrie en Haïti. Parce que l'école vient d'ouvrir début avril avec 19 étudiants. Il y a eu tout un concours, 150 demandes qui ont été présentées. Hein. Il y avait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, 19 élus seulement, et à cette école d'optométrie. Alors, qui sont ces gens-là qui, au niveau international, qui ont décidé... Pris l'initiative. Qui ont pris l'initiative d'ouvrir cette école-là. On a parlé à un des porte-parole côté Canada de ce groupe. Il s'appelle Luigi Bilotto, qui va nous parler de ce consortium-là, qui ils sont derrière cette école d'optométrie en Haïti. Bon, on est une belle équipe. On est une équipe de partenaires. Donc, ça commence par l'Université d'État d'Haïti, sur place, qui est le partenaire principal, qui est évidemment sous la gestion et le soutien du gouvernement haïtien. Et donc, elle s'occupe de tout ce qui a lieu à la logistique, l'implantation, l'académique, la législation, ainsi de suite, locale. De l'extérieur, nous avons 5 autres partenaires, dont mon groupe, Brian Holden Vision Institute, qui est l'équipe exécutrice. On a de l'expérience dans les implantations d'écoles d'optométrie. On a une équipe aux États-Unis qui s'appelle VOSH, Volunteer Optometric Service to Humanity, qui est un groupe de professionnels en optométrie qui soutient le même programme et qui va servir à envoyer des professionnels, des optométristes et des équipements et d'autres besoins au niveau de l'école. Il y a un autre groupe, Charity Vision, qui est aussi une autre organisation à but non lucratif aux États-Unis, qui nous soutient de point de vue équipement, de point de vue ressources humaines sur le terrain. Ils ont un bureau, ils sont enregistrés en Haïti, puis qui vont plutôt, au bout de quelques années, se concentrer sur le déploiement des ressources humaines. Donc, ils vont mettre en place les cliniques où les nouveaux optométristes qui vont graduer vont pouvoir travailler. On a finalement l'Université de Montréal, qui est ici, qui est à l'école d'optométrie, qui va soutenir l'école d'un point de vue académique, qui va valider le programme, les études, et ainsi de suite. Et on a un groupe PAIA qui s'appelle Optometry Giving Site, qui est un autre groupe global, qui fait la levée de fonds auprès de grandes organisations, dont certains groupes qui ont été des principaux donateurs, comme Vision Source aux États-Unis, qui est un groupe de bureaux, un regroupement de bureaux. Il y a Essilor Canada et il y a d'autres donateurs comme un petit qui soutiennent d'un point de vue financier cet ensemble de programmes. Donc, c'est un beau groupe
de partenaires complémentaires qui, de l'extérieur, vont soutenir l'ensemble du programme. D'accord. Mais on l'a bien compris, Jean-Humain, c'est toute une structure et des partenaires qui ont des tâches spécifiques à faire dans ce projet. C'est blindé, là. Ouais. Et c'est quoi la réalité? C'est quoi l'état des lieux actuellement en Haïti par rapport à tout ça? En Haïti, comme on le disait au début, il y a seulement 3 optométristes en Haïti, imaginez, pour près de 11 millions de personnes et 60 ophtalmologues. Et les 3 optométristes qui existent qui sont en opération actuellement en Haïti ont été formés à l'étranger. Et là, aujourd'hui, cette formation va se donner sur place, en Haïti même, rattachée à la faculté de médecine. Les professeurs sont des étrangers, viennent, le plus souvent francophones, sont des Canadiens, des Français et des francophones ou éventuellement des Américains qui arrivent à s'exprimer soit en créole ou en français. Donc, tous les professeurs sont des étrangers et qui vont en Haïti régulièrement pour aller former ces gens-là. On va écouter encore une fois Luigi Bilotto qui va nous faire de façon plus claire l'état des lieux. Il y a actuellement dans le pays que 3 optométristes, donc et les 3 sont des gens qui ont été formés à l'étranger. Il y a à peu près 50 ophtalmologistes pour une population de 10 millions de personnes. Donc, et la plupart des ophtalmologistes se retrouvent dans les grandes villes, donc majoritairement à Port-au-Prince. Donc, il y a 7 à 8 millions de personnes et d'Haïtiens qui ont très peu accès à des soins visuels. Donc, le besoin à ce niveau-là est criant et pour nous, c'est un peu une réponse à ce manque de ressources humaines, à ce manque de services, en créant une école d'optométrie qui est capable de graduer un certain nombre de professionnels de la vue par année. Et là, on l'a bien compris, la situation n'est pas tout à fait très jolie. C'est pas rose. Et là-dessus, on peut vraiment compter sur une formation de qualité pour les jeunes qui vont faire cette formation, définitivement. Oui, absolument. C'est quoi le programme pour les gradués? Ça prend quelle forme, la formation? C'est une étude qui dure 4 ans, plus 1 an de service social, évidemment. Donc, pour un total de 5 années, afin de former chaque année un minimum de 15 à 16 étudiants ou un maximum de 19 parce que l'école a la capacité d'accueillir une vingtaine d'étudiants. Évidemment, la vingtaine d'étudiants n'arriveront comme c'est le cas partout là, hein, c'est pas, vous savez que vous avez une vingtaine d'étudiants, mais est-ce qu'il y a une vingtaine d'étudiants qui vont prendre la sortie avec des diplômes? On ne le sait pas encore, mais en moyenne, ils estiment qu'ils pourront graduer à peu près 15 à 16 étudiants. Écoutons M. Bilotto. C'est un programme de 4 ans, plus une année de service social sous supervision. Donc, au bout de 5 ans, nous prévoyons graduer. La première cohorte, actuellement, il y a 19 étudiants. S'il n'y a aucune perte, qui malheureusement est peut-être une réalité dans tous les programmes, mais particulièrement en Haïti, s'il n'y a aucune perte, on prévoit graduer donc entre 15 et 19, le meilleur des cas, d'ici 5 ans. Chaque année, on prévoit introduire 15-16 nouveaux étudiants. On garde ça à un numéro un peu plus gérable, un nombre un peu plus gérable, compte tenu que c'est un début d'un programme, une implantation dans un pays qui se veut difficile à travailler. Et donc, on espère qu'avec le temps, lorsqu'on aura établi les systèmes sur place, augmenter le nombre en question. Mais d'ici 5 ans, on aura donc 15 à 20 premiers optométristes locaux en Haïti et par la suite une quinzaine à chaque année. Et dès qu'on parle de formation, on voit le financement. Ben oui. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'un jeune de Cité-Soleil, de Bel-Air ou de Pointe-Marchand soit accepté ou obtienne cette formation-là? Ben oui, parce que ça fonctionne, c'est rattaché à la faculté de médecine, de pharmacie et d'optométrie aujourd'hui de l'Université d'État d'Haïti. Donc, ça coûte à peu près rien, une centaine de dollars américains par année. Hein. Pour l'étudiant, mais le programme, l'investissement, les matériels... c'est financé en majorité par l'État et par le groupe.
Alors, ça coûte vraiment pas cher. On peut comprendre que pour Haïti et pour certaines personnes ou un jeune qui vient de Cité-Soleil, qui n'a pas trop de moyens, effectivement, bon, $100 américains, ça peut représenter beaucoup. Mais quand même, c'est pas une école privée où ça va vous coûter des millions pour... $5,000 américains ou $10,000 américains par année pour se former, pour devenir optométriste. Écoutons finalement Monsieur Biloto. À l'Université d'État d'Haïti, heureusement, je dis heureusement, il y a une certaine subvention du gouvernement. Ça ne coûte pas cher à nos yeux quand on est ici dans un pays bien développé. Ça coûte 2500 gourdes par année, si je me souviens bien, c'est $500 environ par année. Attendez un peu, je dois faire le calcul. C'est même pas $500. Si je ne m'abuse, c'est autour d'une centaine de dollars par année. Donc $50 par session et une centaine de dollars américains par année. C'est vraiment pas très cher à nos yeux, mais c'est très cher d'un point de vue étudiant en Haïti. Et en ajout de ça, il y a d'autres coûts qui s'ajoutent évidemment pour tout étudiant. Ce qu'on cherche à faire, c'est de soutenir ces étudiants aussi, de les accompagner à travers le programme. Et donc, on identifie des étudiants qui sont dans le plus grand besoin et on a des partenaires et des bienfaisants qui veulent les accompagner, ces gens pour les aider à passer à travers les études et éventuellement retourner, s'intégrer dans le travail. OK. Et évidemment, ça prend un concours pour être admis à cette école-là, oui. Oui, et ça a été un grand succès. En fait, on a eu un concours, on a dû arrêter les demandes de candidature. Dans l'espace de quelques jours, on a eu au-delà de 150 demandes. Et initialement, on avait pensé prendre 16 étudiants. Les étudiants étaient d'un si bon niveau qu'on a étendu un peu le nombre pour en accueillir 3 additionnels. Donc, c'est des super étudiants qui sont maintenant dans les pionniers de l'optométrie haïtienne. Actuellement, c'est quoi, 16 étudiants qu'il y a ou plus que ça? 19. La première 19. année est 19. OK. Oui. OK. Sur 150 demandes qui ont été présentées. Oui, exactement. Il y a quand même de l'espoir. Voilà. Si ce programme aboutit, on aura peut-être très prochainement. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. On est tellement habitué avec de mauvaises nouvelles. On ne vous apporte pas que des mauvaises nouvelles cette semaine. On a parlé. Moi, je cherche les bonnes aussi. Toutes les nouvelles, bonnes ou mauvaises, sont bonnes à apporter. Parlant de bonnes nouvelles, et si on fait un petit tour sur la technologie à Haïti, on espère que ces étudiants-là en optométrie pourront utiliser faire des recherches à partir d'Internet en utilisant un 4G au lieu de 2G ou 3G. Alors, qu'est-ce qu'il a dit concrètement, le président? Ce qu'il a dit, c'est que il y aurait un petit groupe là qui essaie de manigancer pour que Haïti reste toujours dans une espèce d'Internet 3e génération, parce que apparemment ça fait l'affaire de ce groupe-là. Mais il dit il faut démocratiser ça, Internet. Il dit que c'est pas possible lors de son discours lundi dernier, à la veille du 1er mai, 1 an, l'anniversaire du lancement de sa caravane. Il parlait tellement de beaucoup de sujets, mais notamment de ça, à savoir, il dit que c'est pas possible que vous soyez à Fort Liberté et qu'on vous dit que votre Internet sert tout simplement à aller naviguer sur Facebook, regarder des photos ou des affaires comme ça. On doit être capable de télécharger des documents, de faire des recherches facilement avec un Internet 4G, pas seulement à Port-au-Prince, mais à travers le pays. Ça, c'est une autre promesse en plus d'électricité 24 heures sur 24 de Jovenel Moïse. Le monde aujourd'hui a travaillé pour aller dans la 5e génération. Jusqu'à présent, c'est dans la 3e génération, nous dans 3G. Ça veut dire nous ne pouvons même passer dans 4G. Et l'autre pays va réfléchir pour aller dans 5G. Bon bataille, il y a 14 mois, disons 15 mois depuis le président. Chaque monde a bonne nouvelle sur les affaires 4G. On prend une décision pour problème à résoudre. Pour qu'il y ait 4G à travers tout le pays. Pour qu'il y ait un système de fibre optique. C'est ça, il y aurait les systèmes, infrastructures pour les affaires technologie. Nous travaillons pour que l'État ait une grande infrastructure dans les affaires technologiques pour que tout pays, toute zone de la République d'Haïti, ce n'est pas que c'est Port-au-Prince pour leurs besoins. Download un programme, il faut venir côté bien plus Internet. Ça veut dire. Pays, c'est 27 750 km². Elle dit comment pour être, par exemple, Fort Liberté et vous n'avez pas Internet là.
ou bien Internet ou rien sur Internet ou sur Facebook seulement, ou bien capable, ou pas sur Internet normal. Moi, je dis ça, c'est pour le finir. Il faut tout pays. Haïti, il y a 10 départements, il faut 10 départements, il y a Internet, même avec tous côtés. Et pour le faire, il y a des gens qui sont privés, il y a un pays qui travaille dans le domaine ça. Nous allons chiter avec eux d'ici le mois prochain pour nous poser problème. Non? Et on va voir ce que ça va donner, Monsieur le Président. On va voir, encore une autre promesse. Et il a vache. Ça, c'est depuis sous le règne de Michel Martelly on commence à parler d'Ilavage comme vraiment pôle touristique en Haïti. Ilavage, c'est une île en face de la ville d'Ecaille, dans le sud. Hein. J'espère qu'on arrive à situer ça. Et il est question de construire un aéroport international. Depuis la fin du règne de Michel Martelly, on en parlait. Mais le problème avec Ilavage, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau potable, il y avait pratiquement rien. Il y avait une réticence au début des paysans, des habitants de Ilavage par rapport à ce projet de développement. Eh bien, Jovenel Moïse, 15 mois après, annonce que oui, l'aéroport va être finalisé et il y a tout un ensemble de projets de développement autour de l'aéroport, que ce soit les routes, l'eau potable, Internet. Vraiment là, à entendre Jovenel Moïse, on dirait que Ilavage va même surpasser Port-au-Prince. L'État est en bas 4 800 000 $ sous l'aéroport Ilavage. Mais c'est pour quoi que nous avons perdu. Nous allons continuer pour nous continuer à travailler à l'aéroport. Nous allons faire une négociation accompagnée, plus que travaux publics. Il y a un pack d'équipements sous île. Nous allons utiliser pour nous réduire le montant de sécurité, pour nous capables de finir à l'aéroport. Pour nous faire Ilavage en vraie destination touristique. Parce que cette histoire, c'est parler pour nous parler sous problème. Je dis à l'État, il faut nous arriver pour nous attaquer, pour nous résoudre. Courant 24 sur 24, nous parlons. Ilavage, l'un fin de faire route là, nous allons installer un réseau électrique sur 30 km. Et nous allons installer 2 MW d'énergie solaire sur Ilavage. Avec batterie, tout ça. Ça veut dire pour Ilavage, il y a courant 24 sur 24. Et zone qui reculée, programme Kai Pam Cléria pour aller sous île pour faire mon lumière. Ilavage, monde qui a un projet pour faire gros projet touristique dans île, l'État met route, la met courant et la met de l'eau tout. Avec la quantité de l'eau qui sous Ilavage, ça nous vient comme rapport qui sortit dans le ministère des Travaux publics, nous avons un déficit de près de 80 mètres cubes l'heure sous île. Si pour nous faire mettre un système de désalinisation, ça fait dans tout le pays. Pour ça nous menons à Ravel, pour nous boire de l'eau en mer, pour nous retirer celle là-dedans, pour nous mettre le sous-île pour gagner 100 mètres cubes normalement. Cherchons un point qui pire, d'après ça, comme rapport, point qui pire sous-île, c'est 150 mètres de hauteur, pour nous aller là-dedans, pour nous faire un réservoir, pomper de l'eau, mettre dans l'air, pour tout le monde qui a un projet pour aller faire l'hôtel dans Ilavage, pour jouer de l'eau, pour jouer de courant, pour jouer de route. C'est ça nous dit. Ça veut dire nous pas prêter pour nous comprendre un pays, nous diriger, et puis c'est problème seulement pour nous. C'est pour nous donner la solution. Voilà. Effectivement. Et la solution pour Vladimir Le Gagneur, c'est quoi? Eh bien, écoutez, il y a le porte-parole, l'un des porte-parole de la PNH. Parce que ça, c'est un problème. Oui, absolument. Gary Desrosiers, qui a rencontré la presse récemment, il a expliqué, malheureusement, il n'est pas en mesure de confirmer la mort du journaliste, tout simplement parce qu'il y a un rapport médico-légal qui l'attend pour le faire. C'est des réflexes vraiment de scientifique. Il ne peut pas lui-même prendre l'engagement. Cependant, 24 heures avant ces interventions, le porte-parole, le ministre de la Culture et de la Communication, le nouveau Guilherme Sedelva, avait lui-même laissé entrevoir, il n'a pas dit clairement qu'il y a plus, le journaliste est mort, mais il laisse comprendre que à ce stade de l'affaire, il aurait vraiment très peu de chances qu'on puisse retrouver le journaliste. Ça, c'est Guilherme Sedelva. Et le lendemain, Gary Desrosiers lui-même, il a dit peut-être que M. Delva a des informations que lui-même il n'a pas. Jusqu'à ce qu'il a le rapport des scientifiques sur les prélèvements qui ont été faits. Il va falloir qu'ils se parlent, là, ces deux-là. Ben voilà. On va écouter Gary Desrosiers. Absolument. On est capable d'informer auprès de la direction sociale de la police judiciaire pour capable connaître l'état d'avancement. Parce que pas d'éléments qui filtrent, comme tu dis, deux volets, et identification, mais pas d'information sur comment l'avancée, comment progresser. Donc,
éventuellement moi faire à direction de la police judiciaire capable de plus d'informations sur ça. Mais quand on te dit, nous est clair que la police en tant qu'institution pas capable de déclarer que Vladimir mouru tant que il pas qu'à identifier que c'est monsieur effectivement que te joindre dans charnier grand avenir. Il a des informations même que m'pas gagné, c'est pareil pour monsieur Pierre Espérance qui gagne de très bonne proximité avec le directeur central là. Le bureau de communication n'a pas touché de dénouement question. Pour qui ça, par exemple, police scientifique, tu as sur les lieux pour le faire prélèvement. Pour faire prélèvement, il y a des opérations en laboratoire qui pour déterminer une série d'informations. Moi-même, non, je ne dis pas après. Moi-même, il va arriver joindre moi, donc je ne peux pas communiquer là à la presse. Alors, on a écouté de préférence France Lerbeau sur cette affaire. Ça fait plus de mois. On est à environ 1 mois et demi. Depuis, finalement, on n'a aucune déclaration officielle qui peuvent confirmer effectivement si on ne verra plus le journaliste. Et c'est très dommage. Ouais. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On marque une très courte pause et puis on vous revient pour la suite des choses. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétiques multi-ethniques baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétiques multi-ethniques, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques multi-ethniques vous rembourse le double la différence. Cosmétiques multi-ethniques 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétiques multi-ethniques. La beauté à petit prix, ça marche. – 7h49, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. À l'heure du magazine Nos Nouvelles, apporté par intexto.ca. Nous sommes également en direct sur Facebook. Nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et sur YouTube. Et ce sont les commentaires là, Jean-Étienne. Oui, définitivement. OK, Jovenel Moïse, il a parlé beaucoup au point qu'on n'a pas pu aborder tous les aspects qu'il a évoqués lors de sa conférence de presse fleuve de lundi dernier. Et ce matin, on vous a apporté 2 autres aspects de son intervention, à savoir Internet. 4e génération, ça, il veut ça à travers le pays. Alors, c'est qui contrôle ça? C'est 2 compagnies, mais essentiellement, Natcom, Ancienne Téléco, et Digicel. Alors, quand il dit depuis 15 mois, je suis président, et puis... comment il disait ça déjà en chinois? Chaque mot n'a bon parole. Voilà. Donc, c'était jamais clair. Lui, il décide que là, ça va se régler. Ça a l'air qu'il a l'intention d'amener d'autres joueurs dans l'arène Est-ce qu'il a dit ça, de la technologie. Il dit que ça va. Il dit, je vais répéter ce qu'il a dit exactement, il faut agir. OK? Ouais. Mais il a dit qu'il y a des groupes privés qui travaillent dans ça. Il va les rencontrer le mois prochain. Mais ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement amener une autre compagnie ou quoi que ce soit. Mais moi, je vais faire deux points. Je ne vais pas parler d'autres compagnies. Je parle d'autres joueurs en matière d'Internet. Quand tu parles d'autres joueurs, tu fais allusion à quoi? Des privés qui donnent des services Internet sans nécessairement donner des services de téléphonie. À travers fibre optique ou peu importe là, il y a iNet qui donne un service Internet en Haïti, mais ça ne donne pas des services de téléphonie. Je vais faire d'abord je vais te dire ce que je pense du discours du président. Les aspects techniques, je vais peut-être intervenir après. D'abord, je pense que
son discours, il est correct dans le sens que par rapport à la technologie, il faut qu'on avance. Problème, ouais. Et maintenant, j'ai 2 problèmes par rapport à son intervention, et c'est peut-être le problème que j'ai souvent avec les discours, pas seulement de Jovenel Moïse et des autorités haïtiennes, d'une façon générale. Quand tu es président de la République, la déclaration faite par Jovenel Moïse sur ce point n'est pas différente d'un simple citoyen. On est d'accord là-dessus, n'importe qui en a Sauf été... que tu ne peux pas prendre ça comme une déclaration d'un Mais c'est ce que je te dis, Ouais. il n'y a pas de différence que si c'est un simple citoyen qui parlait ou si c'est le président. La différence va se faire, c'est quand on voit des choses concrètes. Ne viens pas annoncer seulement des choses comme tu annonces tout le temps, mais c'est quoi le plan? Ouais. C'est quoi le plan? D'accord. Comment tu vas faire ça et comment ça va aboutir? Laisse-moi te dire une chose. On n'est pas d'accord. Ok. On n'est pas d'accord. Tu peux continuer, mais on n'est pas d'accord. Ok, pas de problème. Est-ce que tu sais qu'il y a des zones en Haïti, mon ami, il n'y a même pas de couverture du tout pour le téléphone, encore moins pour l'Internet. Il a parlé de ça, oui. Ouais. Tu comprends? Donc, s'il faut faire la chose correctement, d'abord, commençons par une couverture totale C'est ce qu'il du veut. pays. C'est ce qu'il a annoncé. Du pays. OK. Après, on verra Moi, je connais une section communale à Saint-Marc qui avait 2 ans, il n'y a même pas aucune connexion possible. C'est justement ça qu'il dénonce, Jean-Étienne, mais tu dis mais que c'est tu ce que n'es je pas te dis. d'accord. Là, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Je dis ce qu'il a dit est correct, sauf que je ne m'attends pas seulement à des discours qu'on dénonce ça. Ah, d'accord. Maintenant, il l'a annoncé. Et c'est ça qui va faire la différence entre un D'accord. simple citoyen qui se plaint dans une section communale de Saint-Marc, il n'y a pas de connexion, et le président. Le président ne va pas seulement dire que c'est pas normal. On va agir comment et quand. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour agir? Il l'a annoncé que lundi dernier. Comme président, moi, personnellement, je serais prêt à lui donner un temps de grâce par rapport à la réalisation de ça. Je ne peux pas dire maintenant, OK, que le président ne va pas le faire. Je ne dis pas ça non plus. Je dis quand tu dis, quand tu dis que tu es président de la République, tu dis qu'on va agir, on va faire quoi? C'est ce que j'aimerais comprendre. Il a annoncé ce qu'il va faire. Il va s'asseoir avec d'autres groupes privés. Son objectif, c'est d'augmenter, de passer de 3e génération à 4e génération au niveau Internet. Même s'il y a des endroits, il n'y a même pas de réseau du tout. Et faire en sorte que Internet arrive dans tous les endroits du pays. Il l'a annoncé que lundi dernier. Maintenant, c'est un chef de l'État qui parlait. C'est pas un simple citoyen, c'est pas un quidam ou un profane. Moi, normalement, je lui donne un temps de grâce par rapport à la réalisation de ça, avant de me dire, ah non, il a menti. Ou je n'ai pas dit qu'il a menti. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas le faire. Je dis que j'attendais. Ne dis pas seulement que tu vas agir, tu vas faire quoi concrètement? Parce que laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas avoir de connexion Internet sans une couverture réseau normale. Tu ne peux pas avoir l'Internet sur ton téléphone si ton téléphone, tu ne peux même pas parler dessus. Tu vas passer à 4G, il y a des endroits, plein d'endroits en Haïti, il n'y a même pas de téléphone du tout. Il va falloir parcourir des kilomètres. Justement, moi, je m'attendais justement, avant de venir à ce niveau-là, qu'il y ait des actions concrètes pour une couverture nationale réelle du pays par rapport au téléphone mobile. Je te dis, une zone comme Guayavier, à Saint-Marc, il y avait moins de 2 ans de cela, ou 2 ans, il y avait même pas, il fallait se rendre à Saint-Marc pour faire un coup de fil. Tu comprends? D'accord, mais non, je suis pas là. Donnons du temps au temps. Moi, je ne peux pas dire qu'il va le faire ou qu'il ne va pas le faire. Mais aujourd'hui, je peux te dire que Michel Martelly nous a menti, par exemple, sur la question de loi cadre par rapport au prélèvement de 1,50 $. Parce qu'il ne l'a pas fait. Il l'avait promis et il ne l'a pas fait. Moi, je peux affirmer aujourd'hui qu'il a menti. Mais par rapport à Jovenel Moïse, moi, je veux lui donner un temps de grâce afin de vérifier est-ce que ça, il va le faire. D'ici 1 mois, moi, je m'attends à ce que Jovenel Moïse nous dise aussi c'est quel groupe qu'il a rencontré, pour faire quoi et qu'est-ce qui va se faire. Jean-Numa, je ne suis pas en train de te dire que Jovenel Moïse ment, il ne va pas faire ça. Moi, je te dis que j'attendais des actes. Je vais le répéter ce que j'avais dit tout à l'heure. La différence entre un simple citoyen et Jovenel Moïse, c'est que, comme président de la République, tu ne te plains pas que tu es là depuis 15 mois. C'est pas depuis 15 mois, ça existe. Depuis 15 mois, il n'y a pas de connexion. Ça existait depuis bien avant tes 15 mois. Tout le monde le dit. Bon. Qu'est-ce que tu fais par exemple? Il se plaint pas seulement. Qu'est-ce que tu fais par exemple? Il dit ce qu'il va faire. Il va faire quoi? Il va rencontrer des groupes qui travaillent dans ce domaine-là, question d'augmenter Internet à 4G. Moi, je lui donne un peu de temps pour voir s'il va faire ça. Ok. On va voir ce que ça va donner. Oui. Mais la logique, c'est que tu ne peux pas avoir de connexion Internet sans avoir un réseau correct. Et c'est ça mon point aussi.
Tu me dis que tu vas passer à 4G, il y a des zones où les gens ne peuvent même pas utiliser un téléphone parce qu'il n'y a pas de réseau. On va voir. Ah mais voilà, on va voir. Je prendrai ça. C'est comme tu me dis que tu vas avoir tu vas avoir le dernier modèle d'avion, mais tu n'as pas un pitch d'atterrissage. C'est à peu près la même chose, dans le sens où je comprendrais la nécessité. On va s'entendre qu'on ne sera pas d'accord. Hein? Mais il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je serais beaucoup plus confortable si le président me parlait d'abord de qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, pour avoir une couverture vraiment nationale des réseaux téléphoniques en Haïti. Deuxièmement, il a parlé de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire que je comprends pas? Il a parlé de ça. Il a dit quoi, juste? Il a dit qu'il va s'asseoir avec d'autres groupes, d'autres acteurs. Moi, ce que j'ai compris, il parle de la couverture pas la couverture, mais du niveau de l'Internet. Or, la logique que je tente de t'expliquer, tu ne peux pas avoir une meilleure connexion Internet sans un réseau. Oui, c'est justement Internet aujourd'hui, sur les téléphones cellulaires, c'est lié à la téléphonie aussi. Qu'est-ce qu'on fait aussi? J'en ai marre avec les clients qui se plaignent tout le temps de mauvaises factures. On utilise ça, il faut voir avec Natcom et Digicel. Ok. Ouais. Ok. Ouais. C'est à l'État. Et il n'y a pas d'un régulateur qui peut dire quelque chose. Il y a Conatel, mais il va falloir... Le président n'est pas au courant aussi que les compagnies surchargent les choses. Ils ne sont pas au courant aussi que tu mets tes unités, ça disparaît. Ils ne sont pas au courant non plus. On en parle. On en parle tout le temps sur les réseaux sociaux, dans les médias, mais rien n'a été fait, effectivement. Ouais, il va falloir régler cette question. Les factures ne sont pas réglées, maintenant on va augmenter l'Internet. Bon, voilà, c'est la fin de l'émission. On a dépassé 7h57, 58. Bonne journée, mesdames, messieurs. C'était le magazine Nos Nouvelles. Le débat était chaud ce matin. Apparemment. Bonne journée.